Et à nos spectateurs à distance, vous pouvez poser vos questions dans le QR, dans le questions et réponses. J'ai aussi ouvert le fil de discussion, mais je pense que le QR, ça va être plus simple pour vos questions. Et puis on peut commencer nous, hein. Tant qu'à faire, c'est souvent plus facile. Ouais, tout à fait. Ouais, moi, j'étais très intéressé par. Je crois qu'on est un peu tous fans de Winnicott. Et la réflexion que je me faisais en vous écoutant, c'était justement le lien qu'on peut faire aussi avec la théorie de l'attachement et comment tout ça se rejoint et parfois s'entremêle en fait. Mais c'est vraiment intéressant. On avait eu une présentation dans le séminaire il y a quelques années sur les thérapies d'attachement. Ah ouais. Mais c'est vrai aussi qu'on a ce truc de on se soigne un peu comme on a été soigné au début de sa vie. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, et notamment au CPS Paris. Ouais. Bien sûr, parce qu'on reçoit ici des gens qui, pour la plupart, ont des idées suicidaires, c'est pas systématique. Et pendant longtemps, on a fait du domicile pour les personnes âgées. Ah oui. Voilà. Jusqu'à ce que l'Agence régionale de santé Île-de-France considère que c'était plus une priorité. Je me donne corriger, je l'ai encadré. Ouais. C'est pas comme si les vieux étaient ceux qui se suicidaient le plus. Non, bah, c'est ça. Alors, maintenant, il faut reconnaître qu'on est sur le nord-est de Paris. Au nord-est de Paris, il y a pas de ça de suicide de personnes âgées. Ah ouais. Ouais. Pure question d'épidémie. Et je pense. Comment ? Non, c'est pas qu'ils sont moins nombreux, c'est je pense que le maillage en fait associatif fait que c'est un peu ce qu'on disait sur la question de l'aller vers et il y a quand même tellement de possibilités d'offres qu'on finit. Moi, c'est un truc que j'ai appris, par exemple, quand les gens me disent c'est quelqu'un, personne ne fait rien pour elle. Dans Paris, j'arrive pas à le croire. Ouais. Et quand on cherche bien, on finit toujours par trouver que quelqu'un est allé proposer, etc. Mais du coup, c'est comment on travaille avec le refus, justement. Et comment, quand on était, nous, une équipe de psy qui se déplaçait à domicile, on attendait qu'on fasse des miracles. Ce truc de, vous êtes psy, donc vous allez lui faire accepter des trucs qu'elle veut pas, cette personne, bien sûr. Ouais. Pas une question. Non, mais moi, ça me fait rebondir sur l'activité de liaison qu'on peut avoir, et c'est intéressant parce qu'on se confronte vraiment aux somaticiens qui sont quand même des gens où on peut dire un problème, une solution, quoi. Et réintroduire le refus de soins, en tout cas essayer de le ramener dans la question de la relation et finalement essayer de mettre un peu de gris. Je trouve que ça m'a beaucoup parlé. Même vous avez employé des termes, je pense que je me ressaisirais auprès des gériatres. Finalement, c'est peut-être adressé le côté de à qui c'est. Cette lecture à travers la relation, je me dis peut-être je l'ai un peu oublié en fait. Ces dernières années où on se laisse très vite embarquer dans il faut faire, il faut qu'il y ait. C'est ça, faites quelque chose. En plus, on a en psychiatrie cette malchance, on va dire, de pouvoir contraindre. Alors, du coup, on nous voit, les psychiatres, comme du coup, hospitalisez-le, vous pouvez. Qui fait une approche psychiatrique systématique, en fait. Oui, mais du coup, Non, mais du coup, le repenser à travers la relation, je pense que ça peut m'aider aussi. En tout cas, moi, ça peut m'aider dans mon activité de liaison. Ouais, ça me fait réagir aussi. C'est une des gageures en prévention du suicide, l'idée que vous disiez, j'ai beaucoup aimé la formule de performatif. En fait, ça marche. Et de fait, ça marche. Mais où il y a, cette question de la clinique du sujet, en fait, et comment on navigue avec ça. On est de plus en plus justement enclin au performatif, en fait. Ça, c'est vraiment marqué. C'est pas inintéressant, c'est-à-dire que dans le champ de la prévention, justement, comme on sait que ça marche, et on a accueilli l'équipe vigilance, la question du 3114, on rappelle le 3114, numéro national de prévention du suicide, 24h/24, 7 jours sur 7, des professionnels formés à l'évaluation des situations de crise, mais c'est un numéro de téléphone dit interventionniste. C'était la première fois que c'est revendiqué en France. On avait comme ça, nous, des SOS suicides qui ne sont pas interventionnistes. Ce qui était philosophiquement intéressant, mais en termes de prévention, ça faisait hurler nos collègues des pays d'à côté, parce qu'eux disaient non, ce qui marche, c'est ça. Et on est toujours sur la question de l'ambivalence. Voilà. Et ce truc de nécessairement, si les gens appellent un numéro de prévention, c'est qu'ils sont ambivalents par rapport à leur envie de mourir ou leur intention suicidaire. Ah oui. Et
Et là, il y a un truc Ouais. qui est vertigineux, parce qu'il y a une question derrière, en fait. Oui, alors, ça, c'est vraiment par intérêt de discuter. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que sur le fond, l'ambivalence est sans doute juste, mais que du coup, ça sert à, on pourrait dire presque à disqualifier l'appel. Ouais. Voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que sûrement que si la personne appelle plutôt que de passer à l'acte, elle est ambivalente, j'ai envie de dire, et tant mieux. Mais du coup, effectivement, des fois, ces termes-là, ils sont utilisés, genre, oui, enfin bon, il est un peu ambivalent hein, quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on bloque de la subjectivité de l'autre en disant ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on utilise la notion d'ambivalence pour ne pas interroger en fait ce qui se passe pour le sujet? C'est ce que tu disais, je pense, tu vois, dans l'idée de revenir dans la relation, qu'est-ce qui se joue? Ouais. Alors, je trouve que c'est vraiment une question de fond aussi, c'est évidemment comment l'exigence de ne pas se laisser prendre dans un usage finalement plus ordinaire d'un certain nombre de nos concepts et de nos notions. C'est-à-dire que, voilà, quand quelqu'un comme ça dit, bah ouais, il est ambivalent, il ne dit pas la même chose que ce que veut dire le concept. On le voit comme en plein de diagnostics. Enfin, moi, j'ai des collègues, une collègue psychiatre en particulier, elle dit, il y a des diagnostics que je ne dis jamais, parce qu'ils servent à disqualifier le patient. C'est-à-dire que si, par exemple, enfin, c'est pas par exemple, je dis, oui, cette dame est hystérique. Oui, c'est-à-dire que quand elle le dit, elle a effectivement un vrai modèle dans la tête, etc., etc., et d'autres vont conclure, oui, en fait, c'est une chieuse, quoi. C'est pas pareil, quoi. C'est pas, hein, c'est compliqué, je trouve. Alors, je voulais juste revenir sur un tout petit point que vous disiez, parce que quand vous parliez des somaticiens, parce que je me disais, je crois aussi que c'est là où, effectivement, ça dépend aussi de la théorie, finalement, qu'on a du fonctionnement psychique, parce que, on peut dire, un somaticien, alors c'est caricatural, parce qu'il y en a qui sont plus subtil que ça, hein. Mais il peut un peu partir du principe que son patient est un sujet conscient qui a envie de guérir. Hein, et que ce qu'on voit, c'est qu'il est conscient, mais pas que. Hein, il y a la part de l'inconscient. Et puis que l'envie de guérir, c'est plus ou moins, c'est là aussi ça peut être ambivalent, et c'est drôlement compliqué. Hein. Alors, ça me faisait penser à un autre conseil de lecture, donc j'y suis, mais c'est un truc qui vient de sortir, c'est le livre de Didier Héribon, Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple. Alors, moi j'ai trouvé, vous l'avez lu? Non, pas encore. Je le lire. Ah ouais, je viens de voir qu'il est. C'est une passion. C'est remarquable. Et alors, j'y pense parce que, donc, bon, lui, il raconte, je ne sais pas si certains avaient lu le Voyage à Reims, qui est effectivement comment ce garçon qui vient d'un milieu extrêmement populaire se retrouve normalien, etc., etc. Et homosexuel, il est assez remarquable. Finalement, j'ai toujours mis en avant la question homosexuelle et jamais mis en avant la question je deviens bourgeois intellectuel alors que je viens du peuple. Et alors dans Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, c'est ce que vous disiez qui m'a fait associer là-dessus. La dernière partie, il dit au fond, pendant très longtemps, la vieillesse a été un impensé. C'est-à-dire que, on pourrait dire, il dit, voilà, si on prend le cogito de Descartes, en gros, c'est un homme blanc adulte, un certain nombre d'autres auteurs vont déconstruire blanc, hein, par exemple Fanon, Beauvoir va déconstruire un homme, et la même Beauvoir, après, va déconstruire adulte, avec son livre sur la vieillesse. Et ce que dit Héribon, moi, j'avais pas, parce que j'avais lu quand j'étais jeune, parce que déjà je m'intéressais à la vieillesse, il dit en fait, plus personne parle de la vieillesse de Beauvoir. Beauvoir, c'est le deuxième sexe. Ce qui n'enlève rien au deuxième sexe, on est bien d'accord. Mais elle a fait le même boulot avec la vieillesse.
vraiment, et de déconstruire que voilà, ça pouvait aussi être un homme ou une femme vieillissant, avec certains types de difficultés, etc. Vraiment, je trouvais du point de vue presque, épistémologique, ça vaut vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc, puisque bonne lecture. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant dans nos pratiques de se dire quels sont les points qui restent impensés. Et que le problème, c'est que justement, on ne les voit pas tout de suite. Parce que on s'inscrit dans toute une histoire de la pensée, dans toute une histoire de la psy, etc. Et puis qu'à un moment donné, je trouve que le débat qu'il y a eu, c'était quoi, il y a une trentaine d'années, hein, quand on a commencé à vouloir faire de la gérontopsie et dire, il y a peut-être besoin de lits dédiés à la gérontopsie, etc. Il y avait deux enjeux. Alors certains disaient, ce qui n'était pas idiot du tout, attention, là vous allez être doublement stigmatisés, c'est-à-dire qu'ils seront et vieux et fous. Et il y en avait d'autres qui disaient, si on veut mettre en place un dispositif adapté aux besoins des sujets âgés, c'est pas le même dispositif que quand on a des jeunes patients, etc. etc. Alors, on peut dire, alors, apparemment, il n'y a pas tant de services de gérontopsie que ça. Voilà, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Enfin, je me dis, ouais, mais voilà. Alors, c'est vrai que moi, je travaillais sur Lyon où il y avait un service. À Vichy, on a un service. Mais il y a des tas d'endroits où, en fait, il n'y en a pas, quoi. Hein, donc, voilà, sans doute qu'il y a encore quelque chose qui est un peu impensé du côté à certains endroits où ça résiste, du côté de la spécificité des soins au sujet âgé. Hein, et peut-être, effectivement, dans la résistance aux soins, enfin, je sais pas, moi, je me rappelle l'époque où on se retrouvait avec deux personnes âgées très dépressives ou un peu démentes au milieu de jeunes psychotiques et toxicos. On s'en occupait pas très bien quand même, hein. Mais parce que les infirmiers étaient au feu, quoi, et que ceux qui étaient et qui se faisaient des fois agresser parce que effectivement, quand on est un jeune psychotique et qu'on trouve dans son lit un démon qui dit non, non, mais c'est mon lit, ça chauffe, quoi. Hein, donc, effectivement, je trouve que les dispositifs de soins, les cadres qu'on va proposer, peuvent aussi participer à lever quelque chose du refus de soins. Parce que le lieu va être vécu comme plus sécurisant. Il me semble qu'on a pris conscience qu'il y avait besoin d'une spécificité de soins, mais c'est compliqué quand on est âgé et une problématique psychique, puisque dans les services de psychiatrie, on a bien compris qu'ils n'étaient pas forcément adaptés aux personnes âgées, d'ailleurs ils n'en veulent pas. En disant qu'ils ne pourraient pas apporter les soins de qualité, donc ils n'en veulent pas. Et dans les services de gériatrie, où là ils sont orientés personnes âgées, s'il y a une dimension psychique trop prononcée, ils n'en veulent pas non plus, puisque le psycho ne va pas pouvoir apporter des soins adaptés. Donc c'est plutôt les deux problématiques qui sont en jeu que dans la prise en charge plus compliquée. Et donc, moi, c'était quand même assez au cœur de la pratique au quotidien. Là, j'ai quelques situations où les patients se trimballent d'urgence, de situations d'urgence, ça devient un peu avec des problématiques qui se cumulent, parce que il n'y a pas en effet de cadre et de services adaptés. On se renvoie un peu la balle. Bon, et finalement, pour les deux situations, après avoir fait plein d'urgence, un peu de gériatrie aiguë, mais enfin bref, pas les refus de la psychiatrie, les refus et ben c'est finalement à domicile, avec une unité mobile de gérontopsie. Finalement, ça a pu s'améliorer.
Oui. Moi, je me pose plutôt la question de la confiance. Dans le sens où là, par exemple, j'ai un exemple qui vient, c'est une dame qui est psychotique, qui nous est arrivée dans le CRS, là, ça fait peut-être 1 an, et donc elle refuse systématiquement de faire sa toilette. Et donc les équipes, il n'y a pas longtemps, donc elles ont décidé un petit peu, j'emploie le mot forcé, mais entre guillemets forcé de lui faire prendre sa toilette. Elle me le raconte comme si c'était justement un moment de torture, alors que l'équipe en contrepartie est plutôt dans un sentiment de réussite, on a réussi. Mais en même temps, j'ai eu cette impression qu'on a touché quelque chose, parce que son délire a un peu bougé. Et donc, avant, elle s'attaquait un petit peu à un élément persécuteur à l'extérieur, mais là, ça s'étend un peu sur l'équipe. Donc, ma question, c'était plus comment on va arriver à travailler avec elle maintenant, parce qu'elle perd confiance en nous, entre guillemets. Donc, en même temps, est-ce qu'il faut refuser, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, elle commençait à avoir une odeur très, très forte qui se dégageait de la chambre. Mais en même temps, est-ce que on y va pas? Enfin, c'est vraiment une question. Et je sais pas. Enfin, j'ai du mal à me positionner dans un sens où l'équipe me dit on va voir. Et là, effectivement, on va voir avec le temps ce que ça va donner. Mais en même temps, elle est persuadée que tout le monde la persécute, que celle-là elle est comme ci, celle-là elle est comme ça. Et l'équipe est complètement dans le déni. Elle me dit, mais non, ça se passe très bien. Je dis, mais ça se passe bien. Elle me raconte de vous, ça me pose quand même des questions. Ouais. Mais quand vous dites l'équipe dit que ça se passe bien, ça veut dire que, par exemple, elle ne s'oppose pas physiquement, elle est agressive, mais c'est plutôt verbal. Ouais. C'est pas l'équipe, par rapport à ça, elles sont assez, on va dire maintenant, elles sont quand même bien formées dans le sens où elles ne répondent pas. Elles sont plutôt, vous avez besoin de ça, ça reste vraiment dans quelque chose de, on va dire, de limité. Je réponds à un besoin sans forcément être non plus en lien avec la personne directement. Et c'est là où je trouve ça dommage, dans le sens où on est là, on l'accompagne, on est en train de travailler sa question à l'autre. Et là, on est venu quelque part par ce soin-là déchirer aussi quelque chose. Oui, c'est voilà. Oui, mais il n'y a pas de réponse. Hein, c'est une négociation. Oui, c'est ça. Je pense que quelquefois, dans les situations très compliquées de refus, se pose des fois la question de changer un lieu, alors pas forcément la psychiatrie, mais le service de gériatrie. Alors c'est vrai que pour l'équipe, ils peuvent vivre ça comme un échec, mais quelquefois, ça crée du nouveau, une nouvelle relation, et ça peut faire lâcher les symptômes. Parce que c'est très embarrassant, le refus, quand c'est des refus alimentaires. Il y a un enjeu vital rapide. Bien sûr. On n'a pas tant que ça de temps. Hein. Oui, c'est vrai. Et quelquefois, moi, j'ai vu ça, le changement de lieu, ça crée quelque chose de nouveau. On a une autre où, schizophrène aussi, elle a fait tous les étages. Maintenant, on commence à aller à 5 étages, aussi. Elle a fait tous les étages et effectivement, là, on arrive à bout. Il y a vraiment un côté, un rejet systématique où les équipes, elles n'en peuvent plus. Elle a fait le premier. On s'est dit qu'en la changeant progressivement, c'était une nouvelle façon de recommencer. Mais ça fait l'échec, même nous, on le ressent. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est avec l'équipe qu'il faut travailler? Est-ce que c'est pas aussi avec l'équipe et la résidente? Parce que là, en l'occurrence, elle est capable d'entendre. J'ai l'impression que c'est des situations un peu graves où on peut rien faire parfois, malheureusement, mais en même temps, il faut quand même continuer de chercher des solutions. Oui, alors peut-être ça, ce qui vient comme ça, c'est aussi se contenter de solutions dont on n'est pas fier. Non, mais parce que dans ce que vous dites, là, l'exemple de cette dame qui fait tous les étages, je dis, ce dont ça témoigne, c'est que, au fond, il n'y a pas d'élaboration. C'est-à-dire, voilà, ça monte,
on n'arrive pas à le transformer, puis voilà. Du coup, elle passe à un autre étage, ça remarche. Et il se dit, bon, bah là, on a fait les 5 étages, il va falloir passer au bâtiment d'à côté. On peut se dire, c'est quand même pas génial. C'est pas génial, mais c'est pas si mal. Ouais, enfin, oui, non, mais parce que effectivement, je crois que derrière le modèle, c'est quand même un modèle, on arriverait à élaborer et que ça irait mieux et elle pourrait rester. Peut-être bien qu'effectivement, c'est au-delà de ce que cette dame peut ou veut mettre au travail. Et si le déplacement est une solution qui lui permet de continuer d'accepter de rester, qu'on s'occupe d'elle, etc. Voilà, c'est une solution imparfaite, hein, mais... C'est comme ça que ça tient. Ouais. Bah ouais. Ouais. Moi, ça m'évoque, on avait comme ça au domicile, c'était la ronde des services d'aide à domicile. Ah ben, voilà. Avec la patiente qui en use 1, puis 2, puis 3, puis au bout d'un moment, elle a fait le tour de tous ceux qu'il y avait, donc on revient en premier. Les gars, c'est pas tout ça. En espérant qu'il n'a pas trop de mémoire. De toute façon, comme ça, en fait, elle devait venir en EHPAD qu'à condition de remettre en question son séjour. Elle était relativement autonome encore. Ouais. Et de se casser et de dire non, mais ici, ça ne va pas du tout, c'est pas une vie entendable. Et elle est même revenue dans l'EHPAD. Alors, c'était très douloureux, c'est une patiente que j'aimais beaucoup. Et parce qu'en plus, elle continue à m'appeler. Oui, mais là, il y a un psy dans l'EHPAD. Donc, bon, ça serait quand même bien de travailler avec le psy de l'EHPAD, puisque là, mais je suis contente d'avoir de nouvelles graves. Et un jour, elle est revenue. Ouais. Elle est repartie. Hein. Et en fait, un jour, j'ai compris ça. Au début, voilà, c'était pour moi, de la voir partir, c'était dur, parce que elle était très touchante. Puis je me suis dit, ben non, tu dois accepter, parce qu'en fait, c'est sa manière de vivre. Et c'est vrai que, comme en plus, elle voulait toujours donner des nouvelles, elle appelait. Bien que je lui dise, bon, c'est plus moi votre psy aujourd'hui. Il y en a un dans l'EHPAD où vous avez reçu le psy que vous aviez vu avant de rentrer en institution, mais vous avez quand même toujours des nouvelles. Et peut-être elle voulait s'assurer qu'elle pouvait revenir dans sa manière de la fête. On peut partir, hein, en disant, c'est encore pire que quand j'étais la première fois. Mais j'ai compris un jour qu'en fait, c'était sa seule manière de. C'était coûteux, douloureux pour elle. Hein. Je veux dire, en même temps, ça demandait une journée incroyable. Elle a fait des trucs et s'est trouvé des places agréées sociales, dans des EHPAD privés. Enfin, moi, je l'ai découvert. Hein. C'est parce qu'elle est devenue, maintenant, je pense qu'elle n'est plus là. Mais voilà, mais un jour, j'ai compris que c'était ça. C'est pas comme ça qu'on voyait les choses, mais elle, c'était sa manière de venir. C'était de toujours pouvoir dire, ça ne va pas, je change. Je vais voir ailleurs. Reprendre. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, je reviens à ce que je disais, parce que je me dis quand même, souvent on a le modèle, qu'on espère que ça va pouvoir un peu s'élaborer, et bon, mais je crois que tout le monde n'en est pas là, quoi. Mais voilà, alors ça peut être un point de repère fixe, effectivement, où elle redonne des nouvelles, mais c'est pas pour élaborer non plus, c'est juste, voilà. Vous pouvez la tracer, comme on dit à l'hôpital maintenant. Non, mais il y a quelque chose comme ça, et du coup, vous portez quelque chose de sa mémoire, mais ça ne va pas transformer quelque chose. Évidemment, là, on pourrait dire qu'il y a quelque chose aussi d'un refus de soins. C'est effectivement, elle ne veut pas, elle veut pas être transformée, enfin, elle ne veut pas se transformer. Sans doute, elle ne veut pas être transformée. C'est-à-dire, moi, j'entends souvent les gens qui disent de toute façon, à mon âge, vous n'allez pas me changer. Bon, bien reçu. Voilà, alors, des fois, en rigolant, je dis mais peut-être que vous auriez envie de changer. Vous, pas. Non, non, parce que quand même, j'ai toujours été comme ça. Si je me mets à être plus pareil, c'est bizarre hein, aussi. Enfin, quand même, je pense que sur l'ensemble de la population, je crois que c'est une petite part qui est prête à faire un vrai travail de transformation psychique. Il y en a un certain nombre, ils vont nous demander de les étayer, de les soutenir, et ben voilà, c'est... Alors effectivement, si on espère qu'entamer un grand travail, on est vite déçu, mais se dire, tiens, voilà, là on a cette personne-là, au fond, elle a trouvé sa solution, elle vaut ce qu'elle vaut, on pense que ça pourrait être mieux que ça, mais elle n'en est pas là, quoi. Le niveau d'exigence, ça peut être un bas niveau d'exigence.
la géométrie variable. Ben oui, oui, oui. C'est là que je vois que je vieillis, j'aurais jamais dit ça il y a 30 ans, hein, honnêtement. Je fais non, mais si on trouve le bon truc, on va y arriver. Ben, on n'y arrive pas contre les gens ou sans eux. Donc, certains, pour mille raisons, mais ils en sont pas là, quoi. Et sans doute que ce serait trop inquiétant. Alors que changer d'étage, ma foi, bon, ça. Non, mais. Voilà. On peut lui installer Voilà, un descendre. Non, elle a une réputation. Ancien étage. Et puis bon, les équipes ne sont pas forcément formées aussi. Encore une fois, c'est les patients psy, on n'en veut pas, on n'est pas formés, ils prennent trop de temps, moi j'ai pas le temps de les écouter. Et puis. Il n'y a pas une activité tierce qui pourrait. Non, il n'y a rien qui l'intéresse. Il n'y a rien qui l'intéresse. En fait, elle avait arrêté pendant longtemps les entretiens avec moi, peut-être 6 mois comme ça. J'étais devenue un mauvais objet qui racontait sa vie à tout le monde. Nicolas, elle est revenue en entretien, ça se passe plus ou moins bien. Mais à part ça, elle fait pas d'activité, ça ne l'intéresse pas. Mais souvent, c'est ça, les psychotiques qui s'intéressent aux activités. Bien sûr. À des gens qui ont des cognitifs, adaptés faire des choses extérieures. Il faut penser autrement l'accompagnement de ces patients qui sont plus jeunes en général. Oui, c'est ça. Les potentialités. Et justement, pour inventer autre chose. dans les commentaires, on a une suggestion en fait, de changer de mode de communication. Alors là, c'est quelqu'un qui, je pense, utilise le chant et suggère de chanter quelque chose en souriant, quelque chose de doux. Donc c'est à la Carpenter en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu finalement de parfois soi-même se décaler dans la relation. Et je sais que alors, le domicile pour ça, c'est de toute façon le décalage il est de fait. Qui portons un cadre interne, mais l'autre peut aussi choisir de ne pas le voir. Et ça donne des moments assez mémorables en général. Mais effectivement, moi, ça m'évoque quand même là de nouveau la question du performatif. Voilà. Si l'idée, c'est par exemple de faire accepter une toilette à quelqu'un qui ne veut pas, qui se sent très intrusé, mais ça, c'est nous qui le disons parce qu'elle n'est même pas capable de dire ça, en fait. Oui, c'est comment on va, de manière performative, faire quelque chose. Moi, je pense souvent, cette image, c'est une bonne mère, parfois, elle attrape son gamin juste parce qu'il va mettre les doigts dans la prise. Elle le bouge, elle le met ailleurs. Mais elle n'explique pas forcément, elle ne dit pas forcément ce qui se passe, c'est juste non, tu fais pas ça. Et mon observation dans une unité d'hospice en plein en psychiatrie suggérée, c'est que parfois, avec certains patients, il n'y avait que ça qui fonctionnait. Ça choquait beaucoup le reste de l'équipe, parce qu'il y avait des infirmières qui parlaient, ça prenait des heures, et éventuellement, au bout de 2 heures, on avait réussi à lever l'équilibre du patient. Et puis, il y avait des infirmières qui prenaient le patient, qui l'amenaient, qui mettaient sous l'eau, quoi. Hop. Une Gisèle qui disait hop quand elle le faisait, en plus, elle faisait vraiment hop. Là, ça marchait. Et le patient était bien, je précise. Il montrait des signes de bien-être. Parce qu'avoir une activité extérieure, ça renvoie le fait de s'installer, une gêne, alors il y a une certaine tolérance dans la maison locale qui a ses limites. À l'extérieur, il y en a une aussi. Et je pense que si quelques patients allaient au restaurant, des choses comme ça, elle aurait quelque chose qui ressentirait, peut-être le besoin elle-même. Je pense qu'on va inventer quelque chose à l'extérieur, ou des activités, des choses comme ça. Au niveau des convenances sociales, il faudrait qu'elle-même se sentirait gênée. Oui, puis je trouve, je trouve quand même ça pose effectivement en même temps la question finalement de la tolérance des équipes. Moi, quand vous avez dit ça me fait penser, j'étais en supervision une équipe d'éducs qui travaillait dans un foyer, donc c'était des adultes handicapés, et ils disent ils bouffent comme des dégueulasses. Bon, je dis, mais enfin, c'est curieux parce que quand on va au restaurant, ils se tiennent bien. Et puis, il y en a un qui dit, bah oui, l'autre fois, on y est allé. Puis alors, machin, on était au restaurant. Et puis, il a comme ça avec les doigts. Et je lui dis, non, mais dis donc, on n'est pas au foyer. Et là, il a entendu. Et les autres,
Il dit, ben oui, mais c'est vrai qu'en fait, on a abdiqué, quoi. On dit, oh, bon, on est au foyer, je sais pas. Et effectivement, on n'est pas en psychiatrie, parce que nous, on a les mêmes problèmes de toilette avec certains patients. C'est vrai que quand il y a des sorties, ça se passe toujours bien. Ben oui. Oui, c'est plus le même cadre. Mais je pense que c'est plus le même cadre, et pour les patients et pour les professionnels. Oui. Ah, il faut s'habiller. Voilà. Et là, ça devient naturel après quelque chose. Et c'est pas ouvert, les structures sont vraiment pas ouvertes sur l'extérieur. Enfin, c'est une aide. Oui. Ouais, il n'y a pas de culture, enfin, c'est fermé, et de plus en plus, parce qu'on les construit maintenant. Le médecin l'accepte assez facilement qu'on sorte les résidents. Après, bon, c'est plus une question de temps. Je prends une heure ou une demi-heure pour sortir une résidente, c'est chronophage. Mais sinon, les médecins acceptent du moment où on articule et on explique pourquoi. Et le bienfait thérapeutique, ils ne sont pas. En tout cas, celle avec qui je travaille, elle n'est pas. Mais c'est votre remarque là, du doigt dans la prise qui me faisait repenser. Non, mais parce que j'ai un collègue qui avait fait un bouquin sur l'emprise et où il disait, il distinguait du coup emprise de mort et emprise de vie. En disant, il y a aussi des moments où l'emprise, c'est au service de la vie. C'est-à-dire, je ne vais pas te laisser t'électrocuter, d'abord parce que tu ne sais même pas que tu vas t'électrocuter. Voilà, tu vois un truc, là, c'est intéressant, tu vois qu'est-ce qui se passe. Ben non. Moi, j'avais trouvé que c'était vachement intéressant parce que, effectivement, souvent, on a cette idée que l'emprise, c'est quelque chose de mortifère, et évidemment, ça peut largement l'être, hein, c'est pas ça. Mais dire, il y a aussi des gestes, et je pense que certaines hospitalisations sous contrainte, c'est du côté de l'emprise de vie. C'est on vous laissera pas vous détruire. Voilà. Mais que oui, bien sûr que celui qui le subit à un moment où il ne va pas en être convaincu, hein, ça peut le persécuter, ça peut, on lui veut du mal, etc. Mais on voit aussi qu'à certains moments, ça peut se retourner. Hein, Alors, en institution, c'est drôlement compliqué, hein, parce qu'effectivement, il y a quand même aussi pas mal d'emprise qui est plutôt au service de l'institution, de son fonctionnement, hein, tout bêtement, que vraiment penser du côté du soin. Hein, mais c'est vrai que la toilette, il y a un moment où, on évoquait les désagréments pour les autres, et enfin, moi je pense, nous on a un patient, des fois les autres sont très désagréables avec lui. Parce qu'ils lui disent, ah, mais tu pues, on ne veut plus manger à ta table. Et ben, c'est les moments où il va se laver. Donc, c'est à peu près tous les 15 jours, hein, c'est pas. Voilà. Mais c'est que les autres, il y a un moment où ils disent, non, mais on ne veut plus à notre table, tu pues. Bon, ils bougueulent, ils ronchonnent et tout ce qu'on veut, mais alors que les soignants essayent, hein, c'est pas faute de. Et après, effectivement, après, il y a même les modalités de la toilette. Hein, c'est-à-dire, aussi une dame qui ne voulait pas prendre de douche, voilà. Et un jour, on discutait avec une infirmière, puis elle lui dit ah non, pas les hallebardes. Et elle lui dit mais vous voulez dire quoi? Et elle vivait que c'était des hallebardes qui lui tombaient dessus. Donc, et elle a dit mais est-ce que vous voulez qu'on vous donne un gant? On peut peut-être, voilà. Et après, alors, je n'étais pas une fan de la toilette non plus, hein, mais toutes les semaines, elle se lavait aux gants, mais personne entre nous, enfin, je sais pas, parce qu'on pense qu'on était un certain nombre à trouver que prendre une douche était agréable, sauf que si évidemment c'est des hallebardes qui vous tombent dessus, et elle ne l'avait jamais dit, donc elle ne veut pas se laver. Hein, du coup, tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Et selon les modalités, alors ça peut être certains, ça va être le bain, ça va être. En tout cas, effectivement, toujours, qu'est-ce qu'il y a derrière et quelle représentation il y a derrière ces refus-là, quoi. C'est le sujet. Comment? Que vit le sujet. Bah oui. C'est vrai qu'en milieu hospitalier, il y a forcément un côté un petit peu normatif du côté de l'hygiène. Repositionner comme ça, c'est.
Oui, ça permet là aussi de se décaler, Enfin, au domicile, on va dire, la limite est plus haute, mais oui. Mais quand même, les services techniques de l'habitat, la préfecture matérielle, et quand même bien souvent, c'est là que nous, on est appelés sur certaines situations. Incurie. Hein? Pardon? Oui, sur l'incurie, Ouais. la façon de parler des Diogènes, Bah ouais, des situations très limites. Ouais, et puis avec ce truc magique, en plus, on arrive, on se fait engueuler par les voisins parce qu'on n'arrive que là. Ça fait des mois qu'on se plaint. Et qu'en plus, nous, on va rien faire. C'est ça qui est super. Nous, on vient juste rencontrer la personne. Mais, ouais. Est-ce qu'on se dit qu'on est bon là? On a encore quand même 40 participants. Ah, super. 40 connexions. Ouais, qui sont restés jusqu'au bout. Je vais juste peut-être lancer un appel. Aujourd'hui, c'est la dernière séance. Oui. Et on souhaitait cette année peut-être un peu vous faire participer ou suggérer des thèmes avec les thèmes. Ouais. Dans le sens où est-ce que peut-être d'avoir un fil rouge, ça vous trouvez que c'est cohérent, plus intéressant, ou est-ce que vous préférez qu'on fasse un medley comme on faisait les années d'avant. comme En on fait, faisait les années d'avant. c'est la première année qu'on avait vraiment un fil rouge sur l'année, sur l'ensemble des interventions. Les années d'avant, on se demandait qui on avait envie. Et c'était un melting pot. Voilà. Donc, ça, et puis, on se pose la question, comme vous êtes maintenant assez nombreux inscrits à la liste de diffusion, de faire un sondage, mais ça suppose que vous répondiez malgré l'été qui arrive, qui a même commencé. Donc, ça fait plusieurs options. Ouais. On a Le relais, d'ailleurs, que l'on a, parce que je ne le dis pas à chaque fois, mais beaucoup de remerciements pour la qualité de l'intervention. Merci beaucoup. Que je n'oublie pas de le dire, parce que beaucoup, en fait, je n'ai pas dit chaque fois, ça aurait été lassant. Oui. Est-ce qu'on se lasse des compliments? Je sais pas. C'est une question. Ouais. Mais voilà, si je remonte le fil, vraiment, c'est unanime. Merci. Pardon. Voilà, un de plus. Bon, alors on fait quoi? On se dit ça? Bon, on va faire un petit sondage via la mailing list, ça marchera bien. Ça marche. Ouais. Mais comme ça, spontanément, vous diriez quoi? Moi, je un thème à l'année ou... de partir d'un lieu de domicile. Je ne sais pas si ça a été traité, parce que je ne sais pas les annales, mais de rentrer sur les étangs familiaux, les salons de Diogène, ouvrir à domicile éventuellement un certain nombre de choses, et puis l'isolement des sujets âgés, des thèmes comme ça qui sont liés au domicile personnel, par les EHPAD qui sont des domiciles privés. En tant que tel, c'est aussi une sacrée question, ça. Oui, des EHPAD comme domicile. Les professionnels qui sont très en difficulté par rapport aux évoqués, on avait évoqué la toilette, l'agressivité, les traitements à domicile, et qui sont extrêmement difficiles. La dénutrition. Et ils sont très en demande parce qu'ils ne sont pas très encadrés, il y a pas beaucoup de réunions, le service spécial. Il y a beaucoup de choses à dire. Je sens un peu. Et bon, les équipes mobiles de crise. Tu peux s'en sur le je pense que vous garantis. Merci beaucoup, Jean-Marc, toujours aussi passionné. Encore une fois, je ne dis pas tous les merci. Non, c'est bon. Merci. Ok, du coup, rendez-vous en janvier. Oui, voilà. Rendez-vous en janvier, mais auparavant, surveillez vos mails, s'il vous plaît, répondez à notre sondage qui sera très pointu, parce qu'on commence à avoir des propositions à vous faire. On transmettra un ensemble de références, très attendu.